Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'océan couvre 71% de notre planète, c'est un écosystème complexe et vaste qui fournit des services essentiels à la vie sur la Terre. Environ 3 milliards de personnes dépendent directement de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. L'océan est aussi au cœur de la machine climatique. En effet, il absorbe près d'un tiers du CO2 produit par l'homme, atténue des impacts du réchauffement et offre des solutions d'adaptation aux populations côtières. Au Sénégal, le musée sous-marin de l'Océanium, le premier en Afrique de l'Ouest, offre à ses visiteurs une meilleure connaissance du milieu marin et les sensibilise sur l'importance de la préservation du patrimoine marin et de la biodiversité. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage et pour avoir un éclairage sur les enjeux que sont la protection et la gestion durable de l'environnement marin, nous sommes avec Mbaké Seck, président du RENOP, le réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de répondre à nouveau à votre invitation. Parce qu'il est important que ceux qui défendent l'environnement aient un plateau pour s'exprimer. Le plaisir est partagé. Merci d'être avec nous. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage à l'Océanium de Dakar. Il est signé Sanoussi Sané et Giro Togbe. Créé en 1984, l'Océanium de Dakar est une association sénégalaise de protection de l'environnement. La gestion durable de l'environnement marin motive l'essentiel de leurs actions qui s'étendent sur terre comme en mer. Quand vous regardez la mer, vous éprouvez un tel sentiment de puissance, de grandeur, que vous pouvez croire que la mer est indestructible. Hélas, aujourd'hui, avec la surpêche, avec la pollution, elle est blessée. Et elle peut en mourir parce que c'est un organisme vivant. Elle peut en mourir très exactement comme la forêt tropicale du Sahara avant qu'elle ne devienne le désert qui porte son nom. C'est pour ça que protéger l'océan, protéger la mer est aujourd'hui un devoir citoyen de tout être humain. Justement, pour qu'il ne meure pas, des actions concrètes sont faites pour protéger l'océan et son écosystème. Il s'agit de la mise en place d'un musée sous-marin. Une première en Afrique de l'Ouest, ce musée entre dans le cadre du développement du tourisme marin, mais aussi de la protection de l'océan. L'idée de ce musée aussi, c'est d'inviter les gens à venir rencontrer le monde de l'océan, le monde sous-marin. C'est de les inviter en fait à venir fréquenter ce monde où ils n'ont pas l'habitude. Et on s'est dit que pour les inviter plus facilement, c'était bien de le faire via un musée, via quelque chose un peu de touristique, de beau, pour voilà, faire cette première entrée en matière de sensibilisation. Donc nous, ça nous permet, donc, en les emmenant, de leur parler de l'océan, de comment le protéger, des espèces qui y vivent. Et à côté de cela aussi, donc non seulement à côté de l'attrait touristique, il y a un intérêt écologique, c'est que sur ces statues qu'on a coulées, il va y avoir une biodiversité qui va se développer. Le musée est concrétisé grâce au génie créateur de ces artistes contemporains. Doués en la matière, ils ont étudié les beaux-arts en France, passant par l'Allemagne, avant d'accoster en Afrique de l'Ouest, où ils ont implémenté beaucoup d'autres projets. Je suis un artiste. Je fabrique des statues à partir des différentes matières. Ici à l'Océanium de Dakar, on fabrique des sculptures avec du béton. J'aime bien les liens que j'ai avec l'art. On ressent une certaine connexion entre l'objet et nous. Et cette interconnexion est juste formidable. Je fais surtout de la sculpture et de l'installation. Et j'utilise beaucoup des matières naturelles dans le contexte de l'art contemporain. Ça fait plusieurs années aussi qu'on travaille plus ou moins en Afrique de l'Ouest. On a fait une première résidence à Abidjan en 2018. On a vécu pendant 6 mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a rencontré d'autres artistes
de l'Afrique de l'Ouest, des artistes sénégalaises, qui nous a emmenés en fait à venir ici pour ce projet aussi. Les œuvres sont inspirées de l'urbanisme. Avec les responsables d'Oceanium, 6 mois ont suffi pour penser les contours du projet. La conception et le séchage ont duré quant à eux 5 semaines. On a commencé par une sculpture et petit à petit on réutilise les matières en fait pour créer les sculptures suivantes. Pour expliquer un peu, en fait, on fait des moulages en argile dans lesquels on vient ensuite couler du béton. Et un des aspects importants pour nous, c'est bien sûr le côté environnemental, le côté écologique. Et c'est ce qu'on a voulu utiliser aussi dans notre façon de construire en fait les sculptures. Donc c'est pour ça qu'on est venu utiliser une matière naturelle, l'argile, et qu'on l'a réutilisée. Ensuite, il y a une phase de séchage également. Les sculptures doivent sécher à peu près 1 mois avant de pouvoir être mises à l'eau, pour que le béton durcisse et qu'il ne soit pas agressé, qu'il ne vienne pas se détruire en fait au contact de l'eau. Le projet a commencé ainsi. On a collaboré avec l'Oceanium et OH Galerie de Dakar. Ils étaient à la recherche des artistes qui pouvaient réaliser ce genre de projet. Le matériel de travail nécessaire qui nous a permis de concrétiser l'œuvre, on l'a eu ici sur place. À présent, on ira voir le musée sous-marin. Il s'agit de 8 œuvres implantées en dessous de la mer. L'objectif, tout simplement, c'est de préserver l'écosystème marin. Ce sera avec Rodouane El Ali, moniteur de plongée. On va se positionner au-dessus du musée et pour que vous puissiez voir où il se trouve par rapport à la côte, que vraiment on n'est pas très loin, que c'est accessible à tout le monde. Et voilà, grosso modo, on va se promener un peu. Eliman, Dorbilair là, hein? Alors là, on est au-dessus de la limite du musée sous-marin, le premier musée sous-marin d'Afrique, qui a été positionné. Donc là, on est en train d'installer les balises. Vous avez la balise de l'extrémité qui est là, première extrémité, la deuxième qui est là, troisième, c'est les petits bidons qui sont là pour l'instant, et le musée est au milieu. Donc pour l'instant, on a 8 œuvres qui sont installées, et elles n'ont pas fini d'être installées. On est en train de les installer, de les positionner. Alors avec l'aide de la météo, ceci, cela, on doit attendre des fois quelques jours. Mais voilà, en gros, là, vous avez le musée qui est là, en face de l'Oceanium, pour permettre le fait d'être près de la côte, on permet aux gens, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, de venir. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre masque, vous-même, descendre et aller voir le musée. Il a une profondeur maximum de 4 mètres pour l'instant. Les algues, grâce à la photosynthèse, absorbent du dioxyde de carbone et produisent plus de 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. Ce musée sous-marin y joue un rôle. L'intérêt pour nous de mettre en place un musée sous-marin, c'est qu'en fait, on va amener les gens de la Terre vers la mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de l'oxygène qu'on respire provient de la mer. 70%. Donc, amener les gens vers ce qui se passe dans la mer. Aujourd'hui, dans la mer, c'est une décharge, c'est de la poubelle, il y a beaucoup de déchets. Donc, on est en train de nettoyer, mais on veut amener les gens vers la mer. Donc, un musée, il n'y a rien de mieux pour amener les gens. Et en même temps, on va se servir de ce musée pour faire des tests. On va utiliser ce musée pour faire une zone pépinière où on va tenter des plantations d'algues qui produisent de l'oxygène. On va mettre une zone où on va mettre certains déchets qui seront scellés pour voir en combien d'années ils se dégradent, pour que les gens qui viennent voir le musée voient que le plastique, Rodouane El Ali l'a posé là il y a 40 ans, il est encore là. La canette, Rodouane El Ali l'a posée il y a 60 ans, elle est là. Les 8 œuvres implantées au fond de l'océan pèsent environ 100 kg. C'est là que réside toute la difficulté à les amener sous l'eau.
On a la première difficulté qui a été transporter les œuvres de la terre à la mer avec le moins de dégâts possible. Même si on n'a pas de chance, on a certaines œuvres qui ont pris des coups. Mais bon, c'est la vie, c'est leur histoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape des complications qu'on a, c'est sur les autorisations, sur les papiers, sur ceci, sur cela. Là aussi, pas mal de complications. C'est en cours. Tout ça est en cours encore. Parce qu'on ne peut pas attendre de tout avoir avant de faire ça. Là, on a mis en place, on a inauguré et on travaille avec les autorités. Les gars, venez, tac, tac, tac. C'est là. Et on essaye de... Aujourd'hui, il a de musée que le nom. On l'appelle le premier musée sous-marin. Il y a une structure qui va nous dire « Vous êtes un musée à partir d'aujourd'hui ». Et là, on sera parmi certifiés musées sous-marins. Et déjà, les retombées positives de l'installation de ce musée se font sentir. C'est du moins l'avis de ce membre de l'équipe d'Océanium. Pour le moment, on a pas mal de gens. En tout cas, l'attrait touristique a vachement augmenté. On a de plus en plus de personnes qui viennent faire de la plongée. Donc pour justement voir ce musée, voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont curieux aussi parce que c'est nouveau. Je tiens d'ailleurs à le dire que c'est le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest. Donc ça a quand même aussi une portée panafricaine énorme. À côté de cela, on a aussi énormément de médias qui s'intéressent à ce projet et donc en lien s'intéressent à l'écosystème sous-marin. Donc du coup, nous, ça nous permet d'axer notre sensibilisation. On a bientôt la Biennale de Dakar qui va arriver aussi. Donc dans le cadre de la Biennale, on va essayer d'ouvrir les portes du musée et d'inviter les gens justement via des parcours à voir le musée. On va aussi inviter des artistes sénégalais à se joindre au programme, puisque pour le moment on a 8 œuvres, mais le but c'est d'en avoir beaucoup plus. Donc c'est de faire travailler les artistes locaux sur de nouvelles œuvres pour augmenter la taille du musée. Et donc avoir aussi des dauphins, des représentations d'animaux marins. Le travail d'Océanium consiste à impliquer les scientifiques, les médias et les pouvoirs publics dans ces combats. Toutefois, la tâche incombe aussi à tout individu. Quand on respire l'air pollué, ce n'est pas agréable. La vie est belle, la vie est un don puissant et il nous faut en profiter pleinement. Il faut aimer la vie et quand on aime la vie, on aime ce qui l'entoure, la terre, les forêts, la mer. Et c'est cet appel que je lance aux générations actuelles et à la jeunesse de mon pays. Toute une équipe est impliquée dans la réalisation de ce projet sous-marin, le côté artistique, le choix des matériaux de construction bénéfiques pour l'environnement sont pris en charge par Eau-Galerie. Eau-Galerie est située au plateau, centre historique de la ville de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est un lieu inédit pour l'art et pour la création contemporaine. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. Il faut quelque chose qui ne se détériore pas rapidement et qui ne pollue pas non plus. Et après, il y a eu tout ce travail qu'on a mis en place avec l'Océanium pour que des chercheurs puissent réellement utiliser les œuvres comme support pour réintégrer des végétaux dans l'air marine. C'est un projet à grande part écologique. On s'est inspiré énormément des modèles de musées qui existent au Japon, dans les Caraïbes, où il y a eu un fort développement touristique et de l'écotourisme par la suite avec ces initiatives. Donc le but c'est de sensibiliser, d'attirer des publics qui ne sont pas forcément friands peut-être d'art et de culture aussi, à venir en galerie, à s'informer sur les initiatives justement telles que le parcours dans lequel le projet a été inauguré, mais aussi sensibiliser aux problématiques écologiques. Les sculptures sont en béton. Elles ont été créées par technique de moulage et présentent un aspect rugueux. Donc ce sont des œuvres qui sont faites de béton, donc béton de construction, ciment, sable, un petit peu de béton et de ciment marin qui ont été mis, mais donc tout le moule
est fait à l'argile, parce que c'est une technique en négative, c'est-à-dire que les artistes vont utiliser de l'argile qu'ils sont allés chercher dans des ateliers de poterie au Sénégal, et donc où ils vont réellement façonner par négatif la forme de l'œuvre qu'ils vont donner, et ça se passe en plusieurs temps. Donc toutes les empreintes qu'on a, c'est vraiment en fait la marque des mains des artistes, et après eux choisissent les formes et on coule le béton, 1 jour, 2 jours, et on remonte. Dans ces murs, plusieurs œuvres sont conçues pour mettre en avant l'art contemporain. La galerie contribue à impulser un rythme audacieux à la création contemporaine au Sénégal. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Mbaye Seck, le président du RENOP, le réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement. D'abord, Monsieur Seck, un mot sur cette initiative qui a été présentée dans ce reportage. Qu'en pensez-vous? Je voudrais m'en féliciter et surtout souhaiter une bonne santé, une longue vie à M. Ali Haïdar, qui est un exemple pour tous les écologistes du Sénégal et africains, par la qualité de son œuvre et l'endurance dont il fait montre pour faire ce travail de qualité pour notre faune et notre flore. C'est important que des acteurs pluridisciplinaires soient ensemble pour protéger les océans. Parce que vous l'avez dit tantôt dans votre présentation, 71% de notre planète est occupée par les océans. Ça nous permet de travailler, ça nous permet de vivre, ça nous permet de manger, ça nous permet même de nous divertir correctement. Donc un système aussi important dans la vie des hommes mérite une attention particulière, une attention d'acteurs pluridisciplinaires. C'est pourquoi la valorisation de notre patrimoine culturel à travers ce musée sous-marin est important. C'est important qu'on ait des journalistes qui parlent de ça pour permettre au grand public d'être sensibilisés sur les questions de l'océan. Parce que l'océan aujourd'hui est agressé par plusieurs facteurs. Justement, parlons de ces agressions. L'océan est soumis donc à de fortes pressions qui s'accroissent. Pollution, destruction des habitats et perte de biodiversité, épuisement des stocks de poissons dû à la surpêche, changement climatique. Comment endiguer ce phénomène avant qu'il ne soit trop tard? Nous avons vu dans le reportage des exemples de la pollution marine. L'eau est sombre, c'est ce qu'on appelle la turbidité. Parce que simplement, l'ensemble des canaux qui évacuent les eaux usées de la ville de Dakar, plus de 20 canaux, déversent directement dans la mer à une distance située sur la côte. Donc ça rend l'eau opaque. Nous n'avons plus ces eaux calmes et claires qui entouraient la presqu'île du Cap-Vert. C'est un premier problème avec la pollution. Dakar est devenu surpeuplé. Toutes les eaux usées vont en mer. Et nous avons aujourd'hui, avec les changements climatiques, l'érosion côtière, l'avancée de la mer par endroits. Vous allez, le Sénégal avec ses 700 km de côtes, les côtes sableuses, les côtes rocheuses au niveau de la presqu'île du Cap-Vert et les côtes vaseuses dans le delta du Saloum et en Casamance sont agressées par l'avancée de la mer. C'est important que l'État et les communautés qui y vivent, les communautés des pêcheurs et même les habitants, parce que nous avons plus de 60% de toute la population sénégalaise qui vivent sur le littoral. Le littoral étant compris entre une zone où s'écrasent les vagues entre 10 km et 50 km. Donc toute la population sénégalaise, 60%, et l'ensemble des activités économiques se tiennent sur le littoral. Nous avons intérêt ensemble à protéger la mer. Parlant de protection de la mer aujourd'hui, quelles mesures mettre en place pour la protéger et maintenir la qualité des écosystèmes marins, mais aussi restaurer ceux qui se dégradent? Nous avons déjà au niveau macro, au niveau de l'État et même au niveau sous-régional, les initiatives sur les aires marines protégées. Nous avons un regroupement qu'on appelle la Rampango qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais au niveau du Sénégal, au niveau du ministère du Développement durable, de l'Environnement et du Développement durable, nous avons la direction des aires marines protégées. Nous en avions juste 5, mais aujourd'hui nous en avons encore 8. Nous avons jusqu'au niveau de Dakar ce qu'on appelle l'aire marine protégée de Gorée, qui sur 55 000 hectares, plus grand que la région de Dakar, nous faisons la protection de l'environnement, la promotion de la pêche durable et la protection des espèces. Parce que la surpêche, avec la population de pêcheurs que nous avons, de pêcheurs traditionnels et de pêcheurs industriels, ça fait une pression énorme sur nos ressources. Et nous avons besoin que les scientifiques de l'université, que les chercheurs nous disent quels sont les impacts des changements climatiques et du réchauffement des eaux
sur la qualité de nos ressources. C'est pourquoi l'initiative aujourd'hui de l'Océanium, les aires marines protégées, parce qu'avec l'aire de Gorée et l'aire du Bambouk, dans la petite côte, nous avons 2 autres aires marines protégées, avec l'érection de ces parcs nationaux autour des îles du Madeleine, c'est extrêmement important qu'on ait l'ensemble des acteurs. Quand on parle de l'ensemble des acteurs, il s'agit d'abord de l'État du Sénégal, des scientifiques de l'université, des communautés de pêcheurs, toutes ces CLP-là, ces comités locaux pour la gestion des pêches artisanales, mais des écologistes comme nous, que les gens se mettent ensemble avec les industriels pour parler de la même voix. Parlons de la question du réchauffement climatique. Quels sont les effets directs du réchauffement climatique sur les océans ? Sur les océans, nous pouvons ramener ça au niveau de la presqu'île du Cap-Vert pour une meilleure compréhension du public qui nous suit. Sur Dakar, Dakar est vulnérable aux inondations. Des zones qui n'étaient pas inondables le sont aujourd'hui pendant de longues durées. La mer avance sur plusieurs secteurs. Nous avons perdu des cimetières à Bargny. À Thiaroye, c'est des maisons qui sont cassées. À Bargny, c'est un quartier entier qu'on a déplacé. Vous allez sur le littoral vers le phare de Ngor. Avec les agressions de l'homme, le littoral est en train de changer, le trait de côte se modifie. Vous allez derrière l'hôpital de Dantec, c'est des déchets de toute nature qu'on déverse sur la plage. Nous autres populations, nous n'avons plus accès à la plage, c'est un problème. Les pêcheurs vont de plus en plus loin pour chercher des ressources. On s'inquiète sur notre alimentation. Et très souvent, avec la spéculation foncière, nous n'avons plus accès à ces plages. Donc plusieurs facteurs naturels qui viennent aussi des hommes, telluriques qui viennent des hommes, des pratiques des hommes, de notre industrialisation, du croît démographique, de l'élargissement de la ville, pèsent sur les océans à Dakar. Vous allez à Rufisque, nous avons une digue pour empêcher les vagues de venir envahir la ville. Mais qu'est-ce qu'une digue peut faire si nous avons vu l'exemple du Japon, où les digues les plus modernes n'ont pas résisté à l'assaut des vagues? Est-ce qu'il ne serait pas important de respecter le domaine public maritime qui voudrait que 100 mètres à la limite des hautes eaux, qu'on ne fasse que des aménagements précaires et révocables? Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que nous avons la bonne sensibilisation pour que les pêcheurs puissent respecter le repos biologique des espèces? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour protéger nos océans par rapport aux découvertes du pétrole qui viennent de se faire? La protection du littoral aussi, qui est une question très importante, les zones côtières. Et justement, à ce sujet, intéressons-nous aux récifs coralliens artificiels. Quel est le rapport dans la préservation et la restauration des milieux marins, mais aussi le rapport dans la protection du littoral et des zones côtières? Nous avons des zones frères, des zones dans lesquelles le menu fretin, les alevins se reproduisaient, les poissons se reproduisaient et les eaux étaient calmes, normales et permettaient à ces espèces de se reproduire. Et par moment de l'année, des bancs de poissons qui nous viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, transitent au large du Cap-Vert et permettent aux pêcheurs d'avoir de très bonnes pêches. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, pour permettre aux poissons de se reproduire dans des milieux tranquilles, nous procédons à l'immersion de récifs artificiels. Quand j'ai suivi le reportage, tout de suite, ça me rappelle les bateaux que nous avons coulés au large de Mbao, au large de Gorée. Et dans toute cette zone, nous avons une série de récifs artificiels que le gouvernement a installés. Et des comités de gestion sont en train d'être montés pour permettre aux pêcheurs et aux communes littorales, parce que Dakar est entouré par la mer, aux communes littorales de participer à la gestion de ces aires marines protégées. Donc c'est important dans la démarche qu'on associe et les populations et les scientifiques et les agents de l'État pour qu'ensemble qu'on ait une démarche concertée pour préserver et nos ressources et les traits de côte, parce que le littoral change et menace le développement durable, parce que ça impacte sur l'alimentation des Sénégalais, ça impacte sur notre travail. Cette communauté de la pêche emploie plus de 600 000 personnes. Voyez-vous ce que ça donne? L'immigration clandestine vers l'Espagne a une de ses causes essentielles, l'absence de ressources en milieu marin. Donc les gens de la mer qui allaient jusqu'en Guinée pour pêcher, s'ils font le même nombre de jours, ils débarquent en Espagne. Et ils pensent que c'est l'Eldorado. Vous venez de le dire, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour la protection de l'environnement, du milieu marin et du littoral. Alors comment les populations peuvent-elles, à leur niveau, aussi contribuer au bon état écologique des écosystèmes marins, à la restauration de la qualité de l'eau et à la préservation du littoral et des zones côtières?
Au-delà de la mer, d'une manière générale dans notre planète, il est important que les populations s'impliquent davantage. Hier à 7 heures, nous étions dans la zone humide du Technopole en train de faire le programme d'aménagement et de gestion de cette zone humide qui est au cœur de Dakar et qui est une infrastructure verte. De la même façon, pour l'aire marine protégée de Gorée, nous avons impliqué 9 communes littorales de Dakar. L'Océanium et plusieurs organisations non gouvernementales, parmi lesquelles les nôtres, sont membres du comité de gestion de ces aires marines protégées où chacun doit jouer un rôle précis dans la sensibilisation, dans la communication pour permettre de lutter d'une part contre la pollution marine, l'érosion côtière, la dégradation de la biodiversité marine et côtière, mais surtout permettre aux scientifiques, avec les situations de référence hantées, de nous mettre en place des stratégies pour restaurer ces zones, pour permettre aux ressources de revenir. Parce que la mer a un pouvoir autorégulant assez fort qui permet aux ressources de revenir, mais il est important qu'on décroche l'ensemble de ces canaux qui évacuent les eaux usées de la ville directement dans la mer sans traitement. Donc c'est un ensemble de facteurs qu'il est important de suivre, de monitorer au jour le jour, dans la durée, pour avoir un retour d'océan qui permet aux hommes et de vivre et de s'amuser et de profiter de l'intérêt balnéaire des océans. Merci Monsieur Mbaké Seck pour cet éclairage autour donc des enjeux que sont la protection et la gestion durable de l'environnement marin. Nous rappelons que vous êtes le président du RENOP, le réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement. Merci, au plaisir de vous revoir et vous viendrez visiter ce que nous sommes en train de faire dans le reboisement de la mangrove dans les îles du Salon. C'est promis. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.